Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir pour ouvrir notre journée M. Augustin de Romanet, qui est président d'Aéroports de Paris. Augustin de Romanet a eu un parcours brillant après des études à Sciences Po et l'ENA, puis différentes responsabilités au sein du ministère des Finances. Il a rejoint plusieurs cabinets ministériels où manifestement son apport était très apprécié puisqu'il a été le compagnon de ministres éminents. Puis ensuite, il a pris une voie qui n'est pas la voie habituelle puisqu'il est parti dans le privé. Il est parti chez Odo d'abord pendant quelques années, entre 1999 et 2002, et puis ensuite au Crédit Agricole, au sein de la direction financière. Monsieur de Romanet, vous auriez pu être à ma place aujourd'hui, je n'aurais pas forcément été à la vôtre. Et puis ensuite, vous avez été nommé en 2007 à la direction générale de la Caisse des dépôts, cette grande institution si indispensable à l'économie française. En 2012, vous êtes nommé à la présidence d'Aéroports de Paris. Vous nous en direz peut-être un mot. Aéroports de Paris, vous le savez tous, c'est la grande porte d'entrée pour des dizaines de millions de visiteurs en France. Donc c'est évidemment un endroit très important. Mais nos amis sont venus pour vous entendre, alors sans plus attendre, je vous passe la parole. Mesdames et messieurs, accueillons Monsieur de Romanet. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe Audouin de vos mots d'accueil. Je suis ravi de vous retrouver donc, pour répondre à une question qui est... pour vous donner une réponse qui est extrêmement simple à la question « Qu'est-ce qu'un PTG attend de son directeur financier ?» Et en fait, je n'ai pas beaucoup le temps de vous parler, donc je vais vous donner ma réponse. La réponse, c'est tout. Bon, maintenant, je vous remercie, je peux partir. Bon, plus sérieusement, dans une entreprise... c'est comme, qui est un regroupement de femmes et d'hommes qui sont destinés à faire des grandes choses ensemble. Il y a en fait 4 grandes fonctions qui ont une vocation holistique à embrasser l'intégralité des problèmes de l'entreprise. Dans l'ordre de sensibilité à cette question de la vision du tout, il y a d'abord le directeur général qui est en charge de conduire le bateau. Et puis ensuite, vous avez 3 fonctions au sein d'un comité exécutif qui ont plus ou moins vocation à assurer le relais du directeur général pour avoir une vision holistique de la société. C'est le directeur financier, le directeur des ressources humaines et, dans une certaine mesure, le directeur de la communication. Dans ces 3 fonctions, finance, RH et communication, on a une vision sur la plupart des leviers de fonctionnement de l'entreprise. C'est très vrai pour la finance et les RH. Et puis, dans une certaine mesure, mais ce n'est pas l'objet de mon propos de ce matin, de vous parler de ce qu'on attend d'un directeur de la communication, mais je pense que ce sont les 3 fonctions dont un directeur général attend beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance au sein du groupe ADP. J'ai eu jusqu'à présent 2 directeurs financiers qui étaient des parangons, donc, qui sont Édouard Arkwright et Philippe Pascal. Et donc, je vais essayer je me suis posé la question hier soir de savoir ce que j'attendais d'eux, et je vais vous dire un peu quels sont les éléments qu'on peut attendre d'un bon directeur financier. Alors d'abord, il y a une question un peu de base, mais qui prend toute son actualité avec le fonctionnement de la SNCF. Un bon directeur financier, c'est un directeur financier qui fait arriver les trains à l'heure, et donc le problème, c'est qu'on ne parle pas souvent des trains qui arrivent à l'heure. C'est une difficulté, je pense, pour la fonction du directeur financier, c'est que de temps à autre, il a le sentiment que le président ou le directeur général ne voit pas tout ce qu'il fait dans la soute, qui est pourtant formidablement important. Donc je dirais que la première chose qu'on puisse attendre d'un directeur financier, c'est de ne pas en entendre parler. Parce que sur tous les sujets de comptabilité, de relations investisseurs, de fiscalité, d'animation des différentes fonctions financières dans l'entreprise, à la base, ce qu'on attend d'un directeur financier, c'est de ne pas en entendre parler, donc c'est la fiabilité. Et là, je crois que la meilleure chose qu'on puisse recommander dans une telle fonction, c'est d'avoir le même comportement que ce que peut avoir un directeur général pour son entreprise, c'est-à-dire de ne jamais hésiter à s'entourer des meilleurs. Il se trouve qu'il y a peu de temps, je venais participer au séminaire des directeurs financiers, des membres de la direction financière du groupe ADP. Ils étaient une vingtaine de personnes. Et j'ai eu ce sentiment étrange de voir que sur les 20 personnes qui étaient réunies,
il y en avait probablement 15 qui avaient l'épaisseur intellectuelle et le rayonnement pour pouvoir, le moment venu, envisager d'être eux-mêmes directeurs financiers. Et c'est là où j'ai vu la très très grande qualité de notre directeur financier, c'est-à-dire la qualité de quelqu'un qui est capable de s'entourer de meilleurs que lui. Et vous le savez, dans une entreprise, quand A recrute B, B recrute C et tout se délite. Il est absolument important pour la santé mentale et professionnelle de chacun d'entre nous, mais ça vaut aussi pour le directeur financier, d'être capable de s'entourer de personnes qui vous assurent la meilleure sécurité, qui vous challenge, etc. Donc, je dirais que la première chose qu'on peut attendre du directeur financier, c'est la fiabilité. Et la fiabilité des productions, c'est-à-dire des comptes rendus en temps et en heure, des documents qui soient relus suffisamment attentivement pour que, quand ça arrive au directeur général, il ne soit pas en train de repérer trois erreurs par page dans le rapport annuel, etc. Et de cette fiabilité doit aussi découler un souci très important d'informer le directeur général ou le président en temps réel de tout ce qui peut influer sur la situation financière de l'entreprise. Je dis ça parce que il existe un certain nombre de directeurs financiers, et ça existe aussi dans l'administration, j'ai beaucoup connu ça avec le directeur du budget, qui considèrent que l'information dont ils disposent est un bien très précieux, suffisamment précieux pour qu'ils ne le partagent pas, y compris avec le directeur général, et surtout un bien suffisamment précieux pour qu'ils aient une telle peur de devoir expliquer des changements de chiffres qu'ils ne donnent jamais les chiffres. Et donc ils les donnent au tout dernier moment. Et ça, c'est quelque chose qui est redoutable parce que très souvent, le pilotage financier d'une entreprise se fait nécessairement en réfléchissant à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Aujourd'hui, je suis en décembre 2017. J'ai déjà une très bonne idée de ce que sera mon résultat net 2018, mais d'un certain nombre de choix en matière de fiscalité, en matière de contentieux fiscaux, en matière de politique d'amortissement, en matière de politique de mise en équivalence, pourra résulter mon résultat 2019, voire mon résultat 2020. Or, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de bien maîtriser ma séquence de résultats nets 2018, 2019, 2020. Et la chose que je ne supporterai pas facilement, c'est que mon directeur financier me dissimule des éléments très importants qui impacteront fortement mon résultat 2019 ou mon résultat 2020. Je le dis parce que la tentation naturelle de certains qui veulent bien faire, et c'est de se dire « Oh là là, mais je ne vais pas ennuyer le directeur général avec quelque chose qui n'arrivera qu'en 2019 ». Pas du tout. Je vais vous faire un parallèle avec le directeur du budget du ministère des Finances. Pendant longtemps, j'ai été au ministère des Finances et j'ai été dans une période qui était juste avant l'euro, notamment entre 1995 et 1997, où la situation des finances publiques était très tendue. Et j'étais très frappé par le fait que la direction du budget du ministère des Finances gardait la possession des chiffres et ne faisait aucune projection budgétaire triannuelle parce qu'ils avaient toujours peur de donner un chiffre au ministre et ensuite, 15 jours après, de devoir en changer et de devoir se justifier. Mais évidemment, quand vous gérez le budget de l'État qui représente 18% du PIB, les chiffres changent tous les jours. Donc il faut assumer le fait de devoir expliquer les écarts. Et je me souviens très bien de ce qui se passait. La situation en 1995 était assez catastrophique. Nous n'étions pas du tout sûrs de respecter les 3% de déficit par rapport au PIB. Vous vous souvenez, quand Alain Juppé est arrivé en 1995, il a dit que la situation des finances publiques était calamiteuse et il avait dit qu'il allait faire un redressement 5-4-3, 5% du PIB, 4% du PIB, 3% du PIB. Et je me souviens très bien d'une réunion au cours de laquelle le directeur du budget venait présenter la situation au ministre. Alors, la réunion devait durer 30 minutes. Le directeur du budget prend la parole et commence à expliquer « Monsieur le ministre, la situation est grave, il y a ça, ça, ça ». Et pendant 28 minutes, il lui farcit la tête de chiffres. La 29e minute, il lui dit « Mais monsieur le ministre, moi je suis un grand directeur du budget, donc si vous faites ça, 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 je vais vous résoudre la situation ». Et puis arrive la 29 minutes 30, et le ministre dit « Écoutez, monsieur le directeur, vous venez de me dire que la situation était catastrophique. Vous venez de me dire que vous étiez un grand directeur, faisons comme vous avez dit ». Et donc la réunion est terminée. Bon, quel est le résultat des courses? C'est que le
ministre, mais c'est pareil pour un directeur général ou un président, n'a rien pu s'approprier personnellement. Il n'a pas été capable de réfléchir le moins du monde sur ce qu'on lui a dit. On lui a juste dit mon grand chef, je suis une espèce de Shiva à 7 mains, je vais pouvoir les problèmes sont énormes et je vais pouvoir vous les résoudre. Très bien. Résultat des courses, le directeur du budget est reparti dans sa maison, mais il n'avait aucune couverture politique, il n'y avait aucune intimité intellectuelle entre les deux, et ça aurait pu lui coûter très cher. Je ne vais pas aller au-delà parce que ça me conduirait à faire de l'histoire de la vie budgétaire de la France entre 1995 et 1997, mais ceci pour dire que il faut vraiment que, lorsque vous êtes dans la fonction financière, vous appréciez à quel genre de directeur général vous avez affaire. Parce que je ne veux pas être excessif en vous disant qu'il faut que vous passiez votre vie à donner au directeur général ou au président tous vos petits secrets de fabrication sur le jeu, sur la fiscalité, les amortissements, etc. Mais en revanche, dans la mesure où vous avez le sentiment que ces informations l'aident dans le pilotage stratégique de la maison, il est absolument capital d'être le plus transparent possible. En d'autres termes, je pense qu'on n'a jamais souffert d'être trop transparent, sauf évidemment dans certains cas où les directeurs généraux ou présidents avec lesquels vous travaillez ont une pathologie d'allergie aux chiffres ou d'autres pathologies qui pourraient vous conduire à adopter un comportement différent. Mais moi, je dois dire que j'ai beaucoup de chance, puisque au sein du groupe ADP, j'ai un directeur financier qui très souvent me dit, ben voilà, il a un très bon spécialiste de comptabilité, et il me dit, voilà, on va acquérir telle société dont le closing va se faire dans 4 mois. Néanmoins, compte tenu du fait que les règles comptables nous autorisent à le mettre en équivalence cette année, dès lors qu'on prouve qu'on a une influence notable sur la société, on va le faire, surtout que la règle va changer au 31 décembre. Bon, c'est le genre de truc dont vous avez peut-être l'habitude tous les matins, mais moi je trouve ça assez agréable d'avoir des collaborateurs qui viennent vous présenter la boîte à outils, qui est une boîte à outils en tout bien tout honneur, puisqu'on ne fait qu'appliquer la réglementation, mais qui permet d'ajuster en fonction de l'intérêt social de l'entreprise. Donc, le directeur financier, comme chacune et chacun d'entre vous, et comme tous les humains, il a vocation à être un artiste. Alors un artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée et qui innove. Et pour créer et pour innover, il faut parfaitement maîtriser les techniques de base. Et c'est la raison pour laquelle je ne saurais trop vous recommander, si vous n'êtes pas le roi du monde en fiscalité, de recruter le roi du monde en fiscalité. Si vous n'êtes pas le roi du monde en IFRS, de recruter le roi du monde en IFRS. C'est pas grave, vous ne pouvez pas être le roi du monde dans tout. Mais dites-vous bien que la différence entre un moyen et un bon, elle va bien au-delà de la différence de prix que vous devez consentir pour le rémunérer. Je fais le parallèle avec le métier d'avocat, par exemple. Il y a à peu près 3 semaines, je faisais une petite présentation devant un cercle dans lequel il y avait beaucoup d'avocats sur le management, et je leur disais, il est très important de s'entourer de meilleurs que soi, et il est très important d'accepter de payer à la qualité. Et je leur disais, vous voyez, par exemple, quand vous avez 2 avocats qui vous coûtent 100, eh bien, si c'est des avocats de qualité médiocre, vous aurez bien plus que pour votre argent si vous acceptez d'avoir un seul avocat, même s'il vous coûte 250. Bon, je disais ça un peu à la volée, et à la fin, un avocat est venu me voir et me dire, ah, mais il ne faut pas exagérer quand même, il y a des très bons avocats qui coûtent 100. Bon. Une semaine après, je me trouve face à un problème particulier où un de mes directeurs me dit, ben voilà, j'ai un de mes avocats qui me dit blanc, un autre de mes avocats qui me dit noir, je ne me sors pas de cette affaire, c'est compliqué, etc. Là, je me suis souvenu de la conférence de la semaine d'avant. Je me suis dit, bon, mon directeur est empêtré, c'est un problème qui est très grave, manifestement, il n'a pas fait appel au bon, donc je vais faire appel à un très très bon. Et je prends une personnalité de 75 ou 80 ans qui a été un des ténors du barreau parisien, en me disant, bah, je le connais à titre personnel, mais comme il est très très bon, on va le tester. En 3 jours, il m'a réglé magnifiquement le problème. Magnifiquement. Et donc, comme me disait un de mes amis, on n'est pas durablement en haut de l'affiche pour rien. Et donc, le jour où vous avez un vrai problème, une vraie angoisse sur un sujet de comptabilité, de fiscalité, de droit, etc., adressez-vous au meilleur. Je vais vous donner une autre illustration. J'ai dû
pendant mes débuts de mon activité au sein d'ADP, j'ai été seul mandataire social. Et puis, je me suis dit, si je passe sous une voiture, ce n'est pas une très bonne idée. Et puis, l'APE me demandait aussi d'avoir un mandataire social, donc je me suis dit, il faut que je recrute un mandataire social. Et je ne savais pas trop comment faire, donc je me suis dit, je vais prendre un chasseur de tête. Et puis, un jour, je vois dans un journal un papier sur les jeunes chasseurs de tête, et il y avait un article sur une personne qui était réputée le meilleur chasseur de tête de Paris. Je me dis, tiens, il a l'air sympa. Je l'appelle. Et résultat des courses, j'ai pu avoir une prestation d'une qualité tellement exceptionnelle que j'ai vu 15 personnes et j'ai trouvé mon bonheur grâce à des collaborateurs de la plus haute qualité. Donc il ne faut pas hésiter à vous doter d'une équipe autour de vous dans laquelle vous avez des artistes. Parce que, ayant des artistes autour de vous, vous pourrez être créatif et apporter donc le maximum de services à l'entreprise dans laquelle vous servez. Donc, j'avais identifié 5 éléments qu'on pouvait attendre d'un bon directeur financier. Donc, la fiabilité. Vous me coupez si je suis trop long parce que je suis dans les avions, donc je pourrais vous emmener en Alaska en pilotage automatique, ce ne serait pas une bonne idée. Donc, la fiabilité, l'inventivité, donc c'est ce que je vous disais, le fait, pour pouvoir être inventif, il faut maîtriser les savoirs de base, donc il faut être très à l'aise je dirais, dans la technique. La pédagogie. Alors la pédagogie, elle est très importante. D'abord, elle est très importante dans la dimension d'explication avec des mots simples. Vous le savez, dès lors qu'on veut garder son pouvoir, qu'on veut garder des privilèges, qu'on veut préserver des rentes, on utilise le sabir et de langage incompréhensible. Je m'en suis aperçu de façon très particulière lorsque j'ai été amené à travailler dans le domaine du logement, avec Jean-Louis Borloo notamment, et je ne comprenais rien aux acronymes du logement. C'était les PLU, les PALULOS, les plis, les plats, et les plaids. Et il m'a fallu 3 mois pour me mettre un peu dans... Et puis rapidement, je me suis demandé pourquoi il y avait tant d'acronymes, pourquoi c'était aussi incompréhensible. Puis rapidement, j'ai compris qu'en fait, j'espère que personne ne va tweeter, de toute façon personne n'est invité à tweeter, mais en fait je me suis aperçu que le monde HLM français était un monde qui était un monde de rentes, et que pour garder ces rentes, on se cachait derrière un langage suffisamment incompréhensible pour que personne ne puisse accéder au cerveau des rentiers. Mais souvent c'est ça. En général, quand vous ne comprenez pas quelqu'un, alors soit qu'il est idiot, soit qu'il n'est pas du tout idiot, mais qui volontairement, il s'arrange pour que si vous l'ayez compris, il se soit mal exprimé. C'est-à-dire avoir un langage abscon, avec des acronymes, Et il y avait une phrase d'Auguste Deteuf dans Barenton Confiseur qui disait « Il y a 3 sortes d'êtres au langage mystérieux. Les plus aisés à comprendre sont les fous, puis viennent les polytechniciens, il était polytechnicien, et enfin viennent les comptables. » Bon, donc, c'est un vrai défi pour le directeur financier que de rendre intelligible le langage financier, comptable et technique. Je ne vous raconte pas, par exemple, les bonheurs que j'ai eus au sein du conseil d'administration d'ADP à faire expliquer en langage simple ce que c'est qu'un test d'impairment. Quand vous devez amortir des impairments d'une boîte achetée à l'étranger 5 ans avant et que vous devez expliquer ça à un membre salarié du conseil d'administration, il faut un minimum d'entraînement. Et donc, le bon directeur financier, c'est celui pour lequel l'explication du test d'impairment se fait aussi facilement que d'annoncer au journal de 20 heures que quelqu'un a gagné le gros lot. Donc, il faut une pédagogie externe, donc vis-à-vis des marchés, et puis il faut aussi une pédagogie interne vis-à-vis des autres services et salariés du groupe. Et c'est là où la dimension d'auxiliaire du directeur général, du directeur financier est extraordinairement importante, c'est que c'est en faisant partager à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise la contrainte financière que le directeur financier apporte une contribution très considérable au fonctionnement de l'entreprise. Je vais vous donner une illustration. Lorsqu'au sein du groupe ADP, nous avons négocié un contrat de régulation économique avec l'État, nous avons été conduits, en contrepartie d'engagement sur nos investissements, en contrepartie de hausses de tarifs promises par l'État, nous avons été conduits à promettre des réductions de coûts. Nous nous sommes engagés à réduire les coûts de 8% par passager dans les aéroports entre 2015 et 2019. Et pour ce faire, il fallait faire partager aux collaborateurs de l'entreprise la contrainte financière. Et le directeur financier a pris l'initiative de faire des roadshows internes.
c'est-à-dire que nous avons 7000 collaborateurs. Il a dû aller rencontrer 2500, à raison d'une centaine de collaborateurs par réunion. Ça fait 25 réunions, au cours desquelles le directeur financier et ses équipes sont allés faire partager cette contrainte financière. Donc, je vous ai parlé de la fiabilité, je vous ai parlé de l'inventivité, et je crois que la dimension de pédagogie, c'est-à-dire de faire partager son langage abscon, ou plutôt sa science absconse, dans des mots clairs, est un atout très considérable pour permettre de faire adhérer l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, aux objectifs qui sont fixés. Le quatrième point sur lequel je souhaiterais dire un mot, qui est en relation avec le précédent, il est celui de la faculté, alors j'ai employé des mots un peu sophistiqués ou ésotériques, j'ai appelé ça dynamique de la gestion matricielle de la contrainte financière. En d'autres termes, ouais, vous avez pas compris, c'est bon signe, donc je vais pouvoir expliquer. J'ai été très frappé par le fait que dans notre entreprise, le directeur financier, non seulement a développé de la pédagogie au sein des collaborateurs pour expliquer quels étaient les enjeux de productivité de l'entreprise, mais en plus, il a réfléchi à des mécanismes qui permettent à chaque membre de l'entreprise de faire des économies, d'internaliser la contrainte, d'avoir plus de liberté, plus d'autonomie et d'être mieux dans son activité. Il a par exemple une idée qui est très simple quand on l'exprime, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre dans une entreprise ex-publique comme ADP, de responsabiliser chaque directeur sur sa masse salariale. Dans le passé, chaque directeur avait un nombre d'emplois, donc des équivalents temps plein, et puis ensuite, que ce soit des ingénieurs ou des agents d'exécution, que ce soit des gens de bonne qualité ou de mauvaise qualité, que ce soit des intérimaires ou des permanents, tout ça était parfaitement stratifié et décidé d'en haut. Et progressivement, il a conduit une réforme qui a consisté à dire à chaque directeur, vous vous engagez sur une enveloppe financière et à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez supprimer 10 intérimaires pour les remplacer par 2 contrats à durée indéterminée ou l'inverse, vous faites exactement ce que vous voulez. La contrepartie de cette liberté, c'est que vous nous rendez une certaine somme tous les ans, de façon à ce qu'on puisse concourir à la réduction des coûts de l'entreprise pour améliorer sa productivité. Et là, vous avez, au fond, l'endroit où réside le trésor du directeur financier, c'est qu'il est porteur de la contrainte financière, il est quand même porteur, souvent, s'il est directeur du budget et du contrôle de gestion, ce qui est souvent le cas, il est porteur de mauvaises nouvelles pour les collaborateurs d'entreprise, et que ce soit par sa pédagogie, par sa diplomatie, ou par sa faculté à libérer les énergies en responsabilisant les gens, finalement, c'est un contributeur du développement des énergies au sein de l'entreprise. Et c'est ça la magie du directeur financier, c'est d'arriver à pas seulement être la mère fouettarde ou l'empêcheur de tourner en rond, mais c'est d'arriver à être celle ou celui qui, grâce à son interaction avec l'ensemble des membres de l'entreprise, permet de rendre la contrainte financière joyeuse, ce qui est quand même un oxymore à la recherche duquel beaucoup d'entre nous se sont épuisés. Je crois qu'il me reste 2 minutes. 2 minutes. Ce qui va me permettre de parler de mon 5e point. Comme c'est le dernier, ça tombe bien. Donc, la 5e chose qu'on peut attendre d'un directeur financier, c'est qu'il partage la vision stratégique du directeur général et notamment sa vision de long terme. Je considère qu'il est tragique de laisser un directeur général ou un président-directeur général tout seul dans sa réflexion sur l'avenir de l'entreprise. Alors normalement, il doit être challengé par le conseil d'administration, mais c'est plus ou moins le cas. Mais il faut absolument que le directeur général puisse avoir autour de lui des collaborateurs qui le challengent, qui éventuellement le contestent, toujours poliment, et qui puissent partager avec lui les enjeux de croissance externe ou de croissance organique,
l'identification des leviers de création de valeur du groupe, quelles sont les activités à abandonner, quelles sont les activités à céder, quel développement à l'international, maintient-on ou pas des filiales qui n'ont rien à voir avec le cœur de métier. Donc, dans notre entreprise, le groupe ADP, le directeur financier est également directeur de la stratégie. Et je crois qu'en tout état de cause, même si les deux fonctions ne sont pas réunies, le directeur financier doit se considérer comme un directeur de la stratégie en puissance. Puisqu'au fond, c'est le seul, dès lors qu'il a la connaissance de tous les chiffres de l'entreprise, dès lors qu'il a une sensibilité aux ressources humaines qui lui permet de savoir si oui ou non l'entreprise a les moyens humains d'aller dans la direction souhaitée par le directeur général, c'est le seul qui, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est pas le sujet de mon propos de ce matin, je pense que le DRH peut ambitionner d'avoir les mêmes fonctions et parfois le directeur de la communication, mais ce sont les trois seuls qui peuvent véritablement dire au directeur général, en se levant le matin, voilà, j'ai une idée, je pense que là, pour la gestion globale de l'entreprise, je m'élève au-dessus de ma condition, mais voilà ce que je ferai. Et en fait, il ne s'élève évidemment pas au-dessus de sa condition parce que c'est ce qu'on attend de lui. C'est la raison pour laquelle, en fait, et je conclurai par là avant de répondre à vos questions si vous le souhaitez, je dirais que le directeur financier, c'est loin de l'image populaire qui est souvent donnée au cinéma d'un comptable étriqué qui se limiterait à des tableaux de chiffres et qui aurait des manches de lustrine. C'est tout sauf ça. C'est une personne qui doit avoir la vision la plus large possible, englobante et de long terme sur l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'au fond un directeur général peut attendre de son directeur financier? Une chose simple, que s'il passe sous une voiture, il puisse le remplacer. Et c'est ça qui est, me semble-t-il, le plus stimulant dans les activités financières, c'est qu'au fond, et ce n'est pas un hasard, même si certains pourraient le regretter, mais ce n'est pas un hasard si la plupart des directeurs généraux ou des présidents ont auparavant exercé dans la fonction financière, c'est parce qu'on compte encore assez peu aujourd'hui de DRH ou de DIRCOM qui ont compris qu'ils avaient aussi une faculté, le moment venu, de devenir directeurs généraux s'ils se préoccupaient d'avoir une vision holistique de l'entreprise. Les directeurs financiers ont un avantage naturel qui est la disposition des chiffres, le fait de posséder les chiffres, de maîtriser les chiffres, qui leur donne quelques longueurs d'avance, puisque c'est plus facile. Pour avoir une vision holistique de l'entreprise, il faut à la fois prendre en compte les chiffres, les ressources humaines et la vision. Et c'est plus facile pour quelqu'un qui possède les chiffres d'aller vers les ressources humaines et la vision que pour quelqu'un qui a la vision, un DIRCOM, mais qui ne connaît rien aux chiffres et qui n'a pas de sensibilité aux ressources humaines, ou pour un DRH qui se limite aux questions de droit du travail et qui n'a ni vision ni sensibilité aux chiffres. Voilà, donc vous voyez que les attentes sont assez fortes et donc maintenant, vous ne jouez plus que vos têtes dans vos entreprises. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour à la fois ce témoignage et ces perspectives offertes aux directeurs financiers que nous sommes. Donc, à nous maintenant de relever le challenge et je propose qu'on applaudisse encore M. Dremanet.